Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici en nombre. C'est fabuleux. Je vois que toutes les générations en plus sont réunies. Beaucoup d'étudiants, super. Merci infiniment d'être là. Je salue également les personnes qui sont derrière leurs écrans, car il y a beaucoup d'internautes qui suivent également à distance les conférences de ces GECO. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Emmanuel Cuny, je suis chroniqueur éditorialiste économique à France Info et je préside l'AGEF, qui est l'association des journalistes économiques et financiers, 130 membres environ. C'est l'une des plus anciennes associations de journalistes de France et nous sommes partenaires des GECO. Nous en sommes très heureux. Un merci également à Aude Martin, ma consoeur d'alternatives économiques, qui a contribué très largement à la préparation de cette table ronde, qui est en partenariat donc avec l'INSEE et, je le disais, France Info. Alors, taxer les riches pour réduire les inégalités. La question est pour le moins d'actualité, bien sûr, puisqu'on le voit au quotidien avec le débat parlementaire sur le PLF 2025, le projet de loi de finances qui est en débat au Parlement pour l'instant à l'Assemblée nationale. On sait que, et c'est le grand sujet, la fiscalité y tient une place prépondérante, sans qu'on sache réellement d'ailleurs où nous allons, parce que pour l'instant, voilà, les idées fusent, la boîte à idées est ouverte, la boîte à outils aussi, la boîte à outils fiscaux, mais on ne sait pas vraiment encore où l'on va concrètement, donc affaire à suivre. Taxer les riches pour réduire les inégalités. Alors ces inégalités sont nombreuses, évidemment. Le Premier ministre Michel Barnier a immédiatement parlé dès sa prise de fonction de justice fiscale, mais il y a aussi tout ce qui est, outre les inégalités, bien sûr, qui sont capitales à régler, il y a le financement de toutes les transitions, transition écologique, transition numérique. Faut-il aller, par exemple, vers un ISF, un impôt sur la fortune vert? C'est l'une des questions. En tout cas, rien ne se fera au plan national uniquement, bien sûr. L'Europe doit avoir sa part à jouer, les pays de l'OCDE aussi, l'Organisation de coopération et de développement économique. On va s'intéresser justement à cela pour élargir le spectre. Donc les recettes supplémentaires, est-ce qu'elles sont assurées à l'heure où nous parlons? Quels effets redistributifs? On a 1h30, vous allez avoir la parole, vous le savez, c'est la règle des GECO, c'est-à-dire que vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher, c'est le 07 67 67 98 41. Je ne le répète pas parce que vous l'avez affiché en permanence, et c'est un numéro que vous composez, vous posez votre question par écrit, et évidemment, moi j'ai une petite tablette qui me permettra de récupérer toutes vos questions intégralement tout à l'heure. On consacrera le temps nécessaire à la fin de cette table ronde, après nos échanges. Et puis bien sûr, vous à distance qui nous regardez, vous pouvez aussi, ce n'est pas réservé uniquement au public dans la salle, dans l'amphithéâtre, vous pouvez vous-même à distance poser les questions qui nous parviendront. Je vous présente rapidement nos invités pour aborder ce thème. Antoine Bozio, vous dirigez l'Institut des politiques publiques, vous êtes maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et puis également à l'École d'économie de Paris, PSE, si je ne m'abuse. Elvire Guillot, merci d'être là, Elvire, maîtresse de conférences en sciences économiques à l'Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne, et vos recherches portent, là je parle sous votre contrôle, essentiellement sur les préférences pour la redistribution, les politiques sociales, tout ça dans une perspective d'économie politique comparée. Et puis Mathias André. Alors ça, là, ce n'est pas l'économiste, c'est le statisticien qui est avec nous, parce qu'il en faut aussi. Les économistes sont importants, mais que serait-il sans les statisticiens, tout simplement, même pour les journalistes d'ailleurs, pour avoir des chiffres précis. Mathias, vous êtes expert au département des comptes nationaux de l'INSEE. Les comptes nationaux, donc, et la redistribution, évidemment, n'ont plus de secret pour vous. Et vous êtes aussi, je crois, spécialisé en économie de l'éducation. Enfin, c'est pas notre sujet. Je rappelle rapidement la règle. Vous avez 4-5 minutes chacun. Au début, je vais vous donner pour un petit propos introductif qui va nous permettre, vous allez nous mettre en bouche par rapport à la thématique et l'idée principale que vous souhaitez mettre en avant. Et puis après, bien, nous allons débattre et répondre aux questions de la salle. Alors Antoine Bozio, je me tourne tout d'abord vers vous. Pardon, je vais vous poser une question à 1000 €. Si on raisonne vraiment basiquement, est-ce qu'il suffit de taxer les riches pour réduire les inégalités? Parce qu'à entendre beaucoup de discours politiques, finalement, bon, c'est très simple. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc suffit-il de taxer les riches pour réduire les inégalités? C'est comme ça qu'on m'a contacté pour proposer de venir à cette table ronde. Alors je dis ça va être facile, la réponse est non. Il ne suffit pas de taxer les riches pour réduire les inégalités. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il y a plein de politiques publiques qui peuvent réduire les inégalités. Les inégalités, elles se forment dès la petite enfance, dans le système éducatif, les politiques de formation, les politiques de logement. Et c'est tout le pan de ces politiques publiques qui ont un impact sur la formation et la construction des inégalités. Et donc dire qu'il suffirait de taxer les riches pour réduire les inégalités, la réponse est non. Mais pour autant, la question de la fiscalité, c'est de façon un élément de premier ordre. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est parce que ça permet d'obtenir des recettes fiscales pour pouvoir financer ces politiques publiques. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un objectif de justice fiscale, de justice sociale, qui définit qu'on doit contribuer au bien commun et aux finances publiques de façon proportionnée à ses capacités. Alors toute la question, c'est comment, à quel niveau, comment le faire, et c'est une grande partie des discussions qu'on aura tout à l'heure. Et alors dernier élément dans mon propos introductif, alors c'est qu'est-ce que c'est qu'un riche? Qui sont les riches? Vous levez la main si vous êtes riche. Ah, il y a quelques mains. Attention, ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter cher. Il y a une grande question, c'est une question importante parce qu'il y a une grande question de définition, qu'est-ce que les riches? En général, quand on pose aux gens la question quels sont les riches, c'est les gens qui sont plus riches qu'eux. Ce qui est tout à fait relatif au positionnement où on se retrouve chacun. La façon dont l'INSEE, les statistiques, le mesure, sont en général, on décompose la population, on mesure par rapport à quelque chose qui est le revenu. Le revenu, c'est un flux qu'on peut mesurer et essayer de savoir dans quelle mesure on arrive à décomposer la population en groupes. En général, par exemple, dans les enquêtes de l'INSEE, on va les décomposer en 10 groupes. Il y a les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres. Après, on s'aperçoit que les 10% les plus riches, en fait, par exemple, en France, c'est pas mal de monde. Vous voyez, il y a 3,2 millions de foyers qui sont riches au sens des 10%. Après, on peut aller plus précis, c'est-à-dire que c'est très différent d'être dans les 10% et d'être dans le 1% les plus riches. Puis c'est très différent d'être dans le 1% les plus riches que d'être un milliardaire. Et donc, qu'est-ce que c'est un riche? Pour la fiscalité, on va voir, et dans la discussion qu'on va avoir tout à l'heure, que les instruments fiscaux ne vont pas toucher de la même façon un riche si on le définit comme le 10% les plus riches, ou le 1%, ou le 0,001% les plus riches. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes revenus, et donc ils ne vont pas être affectés par les mêmes instruments fiscaux. Ça va faire partie du débat de savoir quels sont les bons instruments au vu d'obtenir des recettes fiscales qui permettent d'obtenir l'effet souhaité en termes de justice fiscale et en même temps d'obtenir des recettes pour financer les dépenses publiques. Bon, ben voilà un beau portrait, très concis en plus, merci de tenir la règle. Je vais revenir vers vous Antoine, bien sûr. Elvire Guillot. Alors, je dirais que quand on parle fiscalité, arrive immédiatement ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, c'est-à-dire le fait d'accepter le principe de l'impôt. Ça remonte, on ne va pas refaire l'histoire, mais je crois au XVIIIe siècle, 1789, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout le débat fiscal dans lequel on baigne, est-ce qu'on est encore vraiment conscient et est-ce qu'on a, je dirais, le consentement de l'impôt aujourd'hui? Alors, on peut parler de la France et puis plus largement de l'Europe, ce que l'on fera tout à l'heure. Est-ce que la notion de consentement de l'impôt aujourd'hui est importante dans l'esprit des citoyens et citoyennes? Oui, bonjour à tous. Merci de cette question. Effectivement, quand on parle de taxation, me vient en tout cas tout de suite à l'esprit la question de mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Si c'est taxer juste pour taxer, en fait, on arrive vite à avoir une levée de bouclier de ceux qui sont concernés par cette taxe. Donc toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et selon ce qu'on choisit d'en faire, on va avoir un consentement plus ou moins large effectivement au prélèvement, à l'impôt, à la taxe ou aux prélèvements sociaux si on élargit un petit peu en incluant les cotisations sociales, par exemple, dans les prélèvements. Alors, on a beaucoup parlé en France, à une certaine époque, d'une révolte fiscale, de cette idée qu'on aurait trop d'impôts, que le contribuable, en fait, en a marre. Et en réalité, quand on décompose un petit peu les choses et qu'on regarde selon le type d'impôt, on n'a pas du tout, selon le type de prélèvement, on n'a pas du tout les mêmes éléments qui ressortent.
Et on sait, par exemple, que tout ce qui touche aux assurances sociales est quelque chose qui génère son propre soutien, en quelque sorte, qui est très soutenu dans la population. Le soutien au système de santé, le soutien aux retraites. En France, on l'a vu dans les débats récents. Donc là-dessus, on sent que là, on a pas mal d'éléments d'études, d'analyses qui nous permettent de dire que là-dessus, on a un consentement à ces prélèvements, voire même à augmenter ces prélèvements. Donc voilà. Donc la question de la soutenabilité de l'impôt, tout dépend de ce qu'on va en faire. Et simplement pour compléter ce qu'a dit Antoine, qui a fait un beau panorama effectivement de la question. Effectivement, puisque l'objet qui nous intéresse, c'est la réduction des inégalités. La réduction des inégalités, on va l'opérer à travers la taxe, donc à travers les prélèvements obligatoires, et puis on va l'opérer aussi à travers ce qu'on va pouvoir redistribuer, donc cette enveloppe qu'on aura eue grâce au prélèvement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et selon ce qu'on en fait, on redistribue plus ou moins. Ce qu'on sait en panorama international, pour terminer là-dessus, c'est que les pays qui ont la plus grande enveloppe sont ceux qui réduisent le plus les inégalités. Donc effectivement, la question de savoir quelle est la taille de l'enveloppe et comment est-ce qu'on arrive à augmenter cette taille de l'enveloppe est super importante. On va y revenir parce que c'est un point important. Effectivement, mais on a bien compris, il ne faut pas mélanger taxation, transfert, niveau, progressivité. Il faut avancer prudemment de manière pragmatique et factuelle. Mathias André, alors on regarde avec vous de près la question de la redistribution du fruit de l'impôt, justement. Alors, quand on regarde les données telles que les économistes, les journalistes peuvent le faire, les données de l'INSEE que vous produisez vous-même, est-ce qu'on peut dire que la redistribution élargie améliore vraiment le niveau de vie des personnes qui en profitent ? Déjà, peut-être une définition de la notion de redistribution élargie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Donc il me revient le dur travail de lister des chiffres. Donc je vais faire une présentation monotone et je vais vous lister une liste de chiffres. À la fin, il y aura une interrogation. Donc évidemment, ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer de vous transmettre des messages. D'accord ? Je vais donner quelques chiffres, essayer peut-être d'en retenir quelques-uns dans la présentation, mais ce qui compte, c'est d'essayer de retenir les messages. Et le premier message, c'est une très bonne transition avec ce que vient de dire Elvire, c'est qu'une fois que l'impôt est prélevé, la manière avec laquelle on va verser et ce qu'on va faire de ces montants peut drastiquement changer le profil de la réduction des inégalités. Donc, quand on définit la redistribution, c'est qu'est-ce qu'on fait, qui reçoit les versements aux ménages, sous quelle forme, qui les paye. D'accord ? Si un impôt porte uniquement sur les plus riches et la recette est versée uniquement sur les plus pauvres, vous comprenez que ça va être plus redistributif qu'un impôt qui est prélevé uniquement sur les plus riches et versé à tout le monde. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Donc ça, c'est le concept de redistribution est essentiel pour répondre à la question de faut-il taxer pour réduire les inégalités. C'est ce que dit Antoine, ce que dit Elvire, ça dépend de ce qu'on en fait. Et donc c'est là où les travaux de l'INSEE depuis quelques années et à 17h, donc je suis chargé de faire un peu de publicité sur le site de l'INSEE. On aura les scoops tout à l'heure. Voilà, on va avoir des scoops. Donc à 17h, donc une nouvelle étude va sortir sur ces travaux, c'est la redistribution élargie. Élargie, sous-entendu, élargie au service public. D'accord ? Donc retenez peut-être une chose en tête, c'est qu'il y a deux manières de redistribuer en France et dans les autres pays dans le monde aussi, mais la première manière, c'est de redistribuer en vous versant des prestations sociales sous la forme d'espèces monétaires. D'accord ? Certains travailleurs pauvres peuvent recevoir la prime d'activité. D'accord ? Certains ménages très pauvres peuvent recevoir le RSA. Certains ménages avec des enfants peuvent recevoir des prestations familiales. D'accord ? Ça, c'est des espèces, on les reçoit sur son compte en banque, versées par une administration. Et là, on s'arrête à cette étape-là, et c'est ce qu'on appelle la redistribution monétaire. D'accord ? Donc là, les personnes vont pouvoir arbitrer avec leurs revenus, après redistribution monétaire, savoir si je vais pouvoir consommer, épargner, etc. Et ces travaux que nous avons développés depuis quelques années et qui viennent de travaux notamment de la recherche et des travaux de Thomas Piketty, 16 et Zuckman, proposent de redistribuer l'ensemble du revenu national. Donc on va élargir cette redistribution. Et on va l'élargir comment ? Quelles sont les dépenses publiques qui manquent ? D'accord ? Il y a les dépenses publiques en euros, celles que je vous ai données. La deuxième étape, c'est tout ce qu'on appelle en France les services publics. Il y a pas de... Et donc ça va prendre la forme de la prise en charge des dépenses d'éducation,
la prise en charge des dépenses de santé, la prise en charge des dépenses associatives, culturelles, d'accord ? Donc, c'est un peu le point de départ de ce que disait Elvire. Au moment des Gilets jaunes, il y avait des enquêtes d'opinion qui disaient que certains ménages, certaines personnes avaient l'impression de contribuer plus qu'ils ne reçoivent. Et donc nos travaux ont permis d'essayer de valoriser, d'utiliser ces concepts de dépenses publiques attribuées à l'ensemble des ménages. Et c'est là le principal message, c'est que l'effet sur la redistribution, donc élargi, maintenant j'ai répondu à la définition, il est massif. Et retenez ça, c'est que l'extension du concept de redistribution diminue drastiquement les inégalités. Donc je ne vais pas forcément donner beaucoup de chiffres, mais retenez peut-être dans cette présentation liminaire, c'est qu'il y a 6 personnes sur 10 qui reçoivent en moyenne plus qu'ils ne versent. D'accord ? C'est-à-dire que, un peu à rebours de l'intuition des enquêtes d'opinion, notamment sur les Gilets jaunes, si je prends 6 personnes sur 10, donc c'est-à-dire contribuer plus qu'ils ne versent, ça veut dire que tout le monde contribue. D'accord ? Quand je consomme, je paye de la TVA. Quand j'ai des revenus, je paye la CSG ou l'IR. Et aussi, je reçois sous la forme monétaire ou sous la forme indirecte des services publics. Merci. Alors là, on a vraiment un panorama très global, à la fois la vision générale, la définition et on va entrer dans le détail. Et je reviens vers vous, Antoine Bozio. Si on s'arrête un instant sur la fiscalité des entreprises, par exemple, parce qu'on a parlé beaucoup des super profits, on va en reparler beaucoup, de tous ces bénéfices qui ont été faits à l'aune de la crise. Total Energy n'est qu'un exemple. Il y a les bénéfices des sociétés, aussi détenues par les holdings. Enfin, tout ça, ce sont des nébuleuses dans lesquelles il y a beaucoup d'argent peut-être disponible. Il y a aussi le processus d'évitement de la fiscalité personnelle. Comment on explique tout ça ? Alors, là, on va essayer de se plonger un petit peu, d'essayer de déterminer qui paye quoi, et en essayant de regarder de façon plus détaillée au sein de, on va dire, des riches au sens assez large, mais en allant faire un focus sur, y compris les plus riches. Donc, je ne sais pas si les organisateurs peuvent mettre les 2 diapositives que j'avais préparées pour vous montrer 2 graphiques, uniquement 2 graphiques, mais qui semblaient importants et donc ils sont issus d'une étude qui a été faite avec mes collègues de l'Institut des politiques publiques et qui a été faite en collaboration à la fois avec la Direction générale des finances publiques qui nous a permis d'accéder à des données nouvelles dans des cadres extrêmement sécurisés et avec des appariements de confiance pour pouvoir arriver à avoir de nouvelles informations qui jusqu'à maintenant n'étaient pas disponibles. Alors je le dis, pardon Antoine pour la technique, donc c'est le slide taux d'imposition moyen en fonction du revenu fiscal. Voilà, s'il peut être projeté plutôt que la page d'accueil, ce serait plus pratique et plus informatif. Voilà. Alors, donc sur ce graphique-là, alors on va prendre juste le temps de bien comprendre ce que montre ce graphique-là. Ce graphique-là vous montre le taux d'imposition moyen pour l'ensemble des impôts personnels, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'ensemble des prélèvements sociaux du type CSG, CRDS, et l'impôt sur la fortune, l'ISF. On est en 2016, au moment où l'ISF existe encore pleinement, et ce taux est rapporté à la mesure la plus large du revenu tel que déclaré, retrouvé dans les déclarations, c'est-à-dire le revenu fiscal de référence. Quand vous prenez votre déclaration d'impôt sur le revenu, tout à la fin, il y a revenu fiscal de référence et ça sert ensuite à mesurer plein de choses de votre niveau de revenu. Ce revenu fiscal de référence, il est très large et il réinclut plein de choses qui, sinon, n'est pas dans votre revenu imposable. Et puis, comment on lit ce graphique ? Alors, ce graphique, il représente le taux d'imposition pour les 10% les plus riches. On commence au point 90. 90, donc c'est le percentile 90 de la distribution. Si vous êtes au-dessus des 90% de la population les plus riches, vous êtes dans ce graphique-là. Puis après, on va zoomer. Chaque fois qu'on arrive à 1%, par exemple, les 1% les plus riches, à 99, on va zoomer sur ce 1% les plus riches. Puis après, on va zoomer sur le 0,1% les plus riches. Puis ensuite, 0,01, 0,0000, jusqu'à arriver à 0,0002. Donc on fait un énorme zoom sur les ménages en fonction de leur revenu fiscal de référence. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit la progressivité de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il est défini très largement, il y a plein de niches, mais en fait, il arrive quand même à avoir une progressivité, c'est-à-dire qu'on passe à l'entrée dans les 10% les plus riches d'un taux moyen d'imposition qui est à peu près à 16,5%, et puis on monte à des taux moyens d'imposition qui sont de l'ordre de 40% d'imposition. Donc, on se dit formidable.
tout fonctionne bien, l'impôt sur le revenu est progressif. Mais dans le revenu fiscal de référence, ce revenu qui est déclaré, c'est ce qui est déclaré comme revenu d'impôt. Si vous possédez une entreprise et que vous avez des bénéfices de cette entreprise, bénéfices qui vous appartiennent puisque vous possédez l'entreprise, vous n'êtes pas obligé de vous verser ces bénéfices de façon personnelle. Vous pouvez les garder au sein de l'entreprise. Ces bénéfices seront taxés à l'impôt sur les sociétés. Et donc la question de savoir comment on définit vraiment quelqu'un qui est riche, eh bien, il faudrait se poser la question qu'en fait, quelqu'un qui possède une entreprise mais qui ne décide pas de se verser l'entièreté de ses bénéfices, en fait, il possède quand même les revenus, les bénéfices de cette société. Donc le graphique suivant va vous montrer ce qui a été fait du coup pour la première fois, c'est de recalculer le taux d'imposition en prenant en compte le revenu donc, économique, qui est pour l'ensemble des foyers fiscaux, le fait que lorsqu'ils sont actionnaires de référence d'une société, ils possèdent de fait en termes de revenus les bénéfices proportionnels à leur possession de ces entreprises. Mais ils payent aussi l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices de ces sociétés. Et qu'est-ce qu'on voit là apparaître sur ce graphique? Eh bien, on voit apparaître que tout en haut de la distribution des revenus économiques, en fait, ces ménages ne possèdent très très peu de revenus fiscaux de référence. En fait, sur leur déclaration d'impôt, il y a peu de revenus proportionnellement à leurs revenus économiques. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent essentiellement leur patrimoine sous la forme de sociétés typiquement de holding, qui possèdent des sociétés, qui leur permettent d'avoir des bénéfices qui, du coup, ne sont jamais versés au niveau personnel, et du coup, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître de la régressivité. C'est-à-dire que les taux moyens d'imposition tout en haut sont plus faibles qu'au milieu de cette... Alors on reste tout en haut de la distribution. Ce graphique ne vous montre que les plus riches. Donc en fait, qu'est-ce qu'on en déduit de cette information? C'est-à-dire que jusqu'à un niveau très élevé de revenus en France, y compris quand on prend le revenu économique, il y a un niveau de fiscalité qui est important. On atteint des niveaux de 45%, ce qui est internationalement élevé. Mais au sein d'une petite fraction de ménages détenant des patrimoines particulièrement élevés, les taux d'imposition diminuent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas taxés par l'imposition à la fiscalité personnelle. Ils sont uniquement taxés par la fiscalité des entreprises. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment très spécifique sur, lorsqu'on parle de fiscalité et taxer les riches, sur la manière dont on obtient des revenus et la manière dont les différents impôts vont ou pas toucher. Alors Antoine Bozio, question subsidiaire, on va parler international, on va faire un petit benchmark avec Elvire, mais est-ce que c'est typiquement français ça? Pas du tout. En fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des pays du monde, et en particulier dans la plupart des pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne, la plupart des pays ont organisé leurs sociétés sous la forme de sociétés qu'on appelle pyramidales, où vous pouvez posséder une société, une holding, qui possède elle-même d'autres sociétés. Et lorsque vous faites ça, si les sociétés que vous possédez in fine font des dividendes, vous pouvez récupérer ces dividendes dans la société holding. Vous n'avez pas à vous les verser à vous, personne physique. Vous les gardez dans la société holding, ils payent l'impôt sur les sociétés, mais ensuite, ils ne payeront pas l'impôt sur le revenu. Et donc ça explique que c'est quelque chose qui est très commun, du coup, dans beaucoup de pays. C'est encore peu documenté parce que pour pouvoir faire ce travail-là, il faut faire quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire à retrouver qui possède quoi comme entreprise, et du coup, à suivre du niveau personnel au niveau d'entreprise l'ensemble de l'actionnariat. Il faut de nouveaux fonctionnaires peut-être pour chercher, non? Pas forcément, puisque c'est des informations qui sont déclarées justement par les entreprises. Et il y a des bases de données, donc c'est disponible. Les bases de données existent, puisqu'il s'agit bien sûr de... Il y a au départ un élément de contrôle. Les actionnaires ont du contrôle de ces sociétés. C'est même leur prérogative au fait de pouvoir avoir des parts d'action et donc de contrôler ces entreprises. Alors je rappelle que le débat vous appartient aussi. Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche.
C'est, je vous le rappelle, le cas échéant, 07 67 67 98 41, que vous soyez dans l'amphi ici à Lyon 2 ou derrière vos écrans chez vous partout dans le monde. Vous composez ce numéro, vous posez les questions et nous y répondrons avec les intervenants à la fin de cette session. Alors, Elvire Guillot, chose promise, chose due, si on fait une comparaison maintenant, justement, un benchmark, comme on dit, des systèmes au sein de l'Europe, on dit que la France est la championne toute catégorie de l'impôt. Est-ce que les fiscalités sont réellement différentes d'un pays à un autre ? Alors, bonne question. Oui, on dit beaucoup de choses sur la France et on aime beaucoup la comparaison internationale. Oui, la France, Antoine le rappelait, est en quelque sorte une championne dans le sens où on a 45% du PIB qui passe par les prélèvements, qui est redistribué. Il n'est pas conservé dans les caisses de l'État, donc ce n'est qu'un circuit, finalement. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il n'y a pas de jugement, en fait, à mon sens, à avoir sur le fait qu'on soit à 45%. Il n'y a pas beaucoup de pays au-dessus de nous. Il y en a un en Europe qui est le Danemark, qui a un système assez différent, en réalité, au Danemark, parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale, tout passe par l'impôt sur le revenu, alors que chez nous, en France, c'est pour un tiers les cotisations sociales, en fait. Les recettes fiscales sont composées de cotisations sociales, puis d'impôt sur le revenu, puis de TVA, ou l'inverse d'ailleurs, taxe sur la consommation, puis impôt sur le revenu. Donc oui, on a le Danemark au-dessus de nous, et donc en gros, si on regarde l'Europe continentale et même les pays de l'Est qui sont assez... qui ne sont pas très différents, on est entre 40 et 45%, plutôt 40% en Allemagne, 45% en France, 47% au Danemark, du PIB qui passe par ce circuit. Et la plus nette différence, finalement, c'est quand on compare la France avec les pays anglo-saxons. Alors, dans les pays anglo-saxons, on en a un chez nous, c'est Royaume-Uni. Royaume-Uni, 34% du PIB. Qui est prélevé. On a aussi Australie, Canada, États-Unis. États-Unis, on va être plutôt autour de 30%. États-Unis et Australie sont même un peu moins, 26% pour les États-Unis, 29% je crois de mémoire pour l'Australie. Et là, en fait, on a des systèmes qui sont différents dans les taxes, évidemment. Le niveau des taxes, je viens de vous le dire. La composition, la structure de la taxe, c'est la composition de ces recettes fiscales. Et qu'est-ce qu'on observe dans ces pays anglo-saxons ? Très peu de cotisations sociales, beaucoup d'impôts sur le revenu. 50% aux États-Unis des recettes fiscales, c'est de l'impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. Souvent, effectivement, on mélange on groupe les deux dans ce type de comparaison pour la raison dont parlait Antoine, c'est qu'en fait on peut se verser les dividendes et être du coup imposé sur le revenu, sur ces dividendes-là, ou on peut les conserver dans la société et du coup on est imposé à l'impôt sur les sociétés. Et donc finalement, si on se dit c'est le même revenu, tout ça, on va comparer un petit peu les deux. Et qu'est-ce que ça fait pour compléter et terminer cette comparaison, d'avoir ces différents niveaux de recettes fiscales et cette différente structure, ça donne des redistributions, des usages très différents. Et la grande différence entre les 30% qu'on a dans les pays anglo-saxons et les 40-45% qu'on a en Europe, en gros, ça va être les retraites. En gros, c'est ça. Nous, on a les retraites par répartition. C'est pas loin de 14% du PIB. Oui. Eux, ils ont la retraite par capitalisation. Ça passe pas par ce circuit-là. Oui. Alors, on va voir justement quelles sont les solutions possibles, parce que je disais que le sujet est pour le moins d'actualité avec le débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Je vais vous demander quand même, où sont les pistes possibles. Mais auparavant, je vais continuer un petit peu sur ce que disait Elvire avec vous, Mathias, André. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement, au regard des différents travaux statistiques de l'INSEE, nous en dire plus donc sur les différents transferts et leur rôle sur la réduction des inégalités. Est-ce qu'on peut jauger ça ? Est-ce que c'est vraiment, on a des éléments concrets ?
Donc oui, en effet, en fait, si on retient de ce que dit Antoine, que si on élargit en fait au concept un peu économique du revenu et pas juste ce qui est au titre de l'impôt sur le revenu, on peut effectivement décomposer le revenu, l'ensemble du revenu national qui va être produit, en attribuant la partie produite par les entreprises aux ménages. Et ensuite, en regardant ce revenu qui va donc être élargi, en disant in fine, en fait, les entreprises sont possédées par les ménages, alors on peut décomposer, transfert par transfert, leur rôle dans la diminution des inégalités. D'accord ? Pour essayer de vous faire passer l'image pour donner un autre chiffre. Si vous regardez ce qu'on appelle les inégalités primaires, donc en attribuant l'ensemble de ces revenus, l'ensemble des revenus des ménages, les revenus du patrimoine, les salaires, les revenus tirés de la propriété du logement, le revenu des entreprises, si on le distribue à l'ensemble des ménages, donc on le répartit, comme le disait Antoine par exemple, en coupant la population en 10 tranches égales, et qu'on regarde la part reçue par les 10% les plus aisés et divisée par la part les plus modestes. D'accord ? Donc vous prenez les Français, vous attribuez l'ensemble des revenus et vous avez 10% en haut, 10% en bas. D'accord ? Sans redistribution, avant transfert, ce qu'on appelle les inégalités primaires, le ratio est de 1 à 24. D'accord ? Donc c'est une forte inégalité. Et ensuite, on peut décomposer ce que je vous ai dit dans mon propos liminaire, le rôle de la redistribution monétaire, le rôle des services publics, et arriver à la toute fin en intégrant donc voilà, l'économie à distribuer ce revenu primaire. On va payer des impôts. Donc là, maintenant, ça va être tous les impôts. La CSG, la TVA. Si vous n'avez pas les sigles, vous nous le dites, je peux vous les détailler. Mais normalement, la TVA, c'est un peu connu. L'impôt sur le revenu. On reçoit les prestations. Et ensuite, à la toute fin, où j'ai donc valorisé les services publics, ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors ce ratio de 1 à 24 devient de 1 à 3,8. D'accord ? Donc c'est une distribution qui va être une redistribution qui va être massive, et c'est en ce sens-là où on parle d'inégalités de revenus qu'elles vont être réduites. Et donc maintenant, si on regarde le détail, puisque la question c'est faut-il taxer ou suffit-il de taxer, puisque le titre de la... en réalité, si on décompose entre ce que reçoivent les ménages et ce que payent les ménages, on va regarder uniquement les prélèvements. D'accord ? Quel est le rôle sur les inégalités de l'ensemble des impôts ? Donc, souvent dans le débat public, le débat public se concentre sur l'impôt sur le revenu et l'ISF, d'accord, qui représente une part un peu réduite par rapport à l'ensemble des prélèvements. Donc Elvire a parlé des cotisations. Il y a aussi donc la TVA, les taxes foncières et tout ça. Donc, si on regarde l'ensemble de ces prélèvements, alors ces prélèvements, ils ont un rôle légèrement à la hausse sur les inégalités. D'accord ? Donc, si on classe les gens en fonction du revenu, en part de son revenu, les ménages les plus pauvres consacrent une part plus élevée de prélèvements par rapport aux plus aisés. Donc c'est un peu la même histoire qu'Antoine, mais sur tout le profil de la distribution. Et ça, c'est lié à une chose, c'est lié à la consommation et au profil de consommation, et notamment à la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA, qui porte relativement plus sur le revenu des plus pauvres par rapport au revenu des plus aisés. Derrière, il y a un mécanisme économique qui fait que les ménages les plus aisés épargnent, alors que les ménages les plus pauvres ne peuvent pas épargner. D'accord ? Donc, quand je vais épargner, je ne vais pas être imposé. D'accord ? Donc, le deuxième message que je vais vous proposer pour cette deuxième intervention, c'est de retenir que les prélèvements, ils jouent légèrement à la hausse sur les inégalités, en raison notamment du profil de la TVA. Alors il y a des questions très pertinentes là qui s'accumulent. Malheureusement, et je le signale pour la technique, en fait j'ai 29 questions en attente. Je les avais tout à l'heure sous les yeux et là, pouf, j'ai un écran blanc. Donc, mais je sais qu'elles ne sont pas perdues, ne vous inquiétez pas. J'ai 29 questions en attente, donc tout va bien, il suffit qu'elles réapparaissent sur l'écran. Alors, je disais, là on va rentrer dans la cuisine maintenant, parce qu'on a bien vu avec vos différentes interventions, on a bien compris les enjeux, la problématique
problématique à la fois nationale, européenne, internationale. Mais concrètement, il y a un débat qui se déroule en ce moment à l'Assemblée nationale. Antoine Bozio, résoudre la question des inégalités, c'est vraiment loin d'être évident. Quelles sont les pistes, je dirais, les options possibles? Alors là, j'interroge évidemment le spécialiste en fiscalité, mais ni le député, enfin pas l'homme politique qui va trancher au Parlement. Vos recettes, c'est quoi? Alors, donc là, si on reprend la question budgétaire, on n'est même plus dans la question de réduction des inégalités, on a la question de, on veut réduire le déficit, et dans quelle mesure la fiscalité sur les plus riches permettait de contribuer à la réduction de ce déficit, d'avoir des recettes supplémentaires. Donc quels sont les outils qui nous permettent d'avoir des recettes supplémentaires en ciblant les ménages les plus riches? Alors, premier outil possible, l'impôt sur le revenu. En augmentant les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, on va viser donc les ménages qui ont, du coup, typiquement des revenus fiscaux déclarés. Donc ça va permettre d'obtenir des recettes. Typiquement, si on veut penser que les riches, c'est les 10% les plus riches, ça va être un instrument tout à fait adapté pour ce groupe assez large de riches, au sens les 10% les plus riches. Par contre, ça ne va pas cibler les ménages, les petits nombres de ménages qui sont particulièrement fortunés, puisque justement, l'essentiel de leur revenu n'est pas sous la forme de revenus fiscaux. Donc la deuxième option, se dire, l'impôt sur la fortune. La transformation en 2017 de l'ISF en IFI, en impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire en sortant le patrimoine financier, là on pourrait récupérer quelques milliards en rétablissant l'ISF. Vous avez vu dans les graphiques que je vous ai montrés, l'ISF, vous n'avez peut-être pas vu parce que c'était tout petit, mais c'est tout petit en bas, c'est tout petit en orange. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ISF, tel qu'il a été conçu depuis son début, a été conçu pour une question juridique comme étant plafonné par rapport aux revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe juridique qui a été établi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'on ne peut pas taxer des ménages dont ils ne disposent pas du revenu. Donc on a plafonné l'ISF en proportion du revenu. L'exemple typique qu'on donnait, c'était le paysan de l'île de Ré. Vous êtes un paysan à l'île de Ré, des Parisiens viennent, le prix des terrains augmente, vous êtes peut-être millionnaire. Mais finalement, vous utilisez votre terrain pour pouvoir planter des patates de l'île de Ré et vous n'avez pas des revenus vous permettant de payer cet ISF. Donc on a mis en place, dès le début, un plafonnement de l'impôt sur la fortune par rapport aux revenus. Mais du coup, au revenu fiscal. Donc en fait, les milliardaires ne payent pas l'ISF, ne l'ont jamais payé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, qu'est-ce qu'on voit dans les graphiques que je vais montrer? On voit que l'impôt qui taxe le plus ces grandes fortunes, en fait, c'est l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que ces grandes fortunes qui possèdent des entreprises qui, du coup, ont des bénéfices, en fait, l'impôt sur les sociétés, ça a été, au départ, il ne s'appelait pas impôt sur les sociétés, il s'appelait impôt sur le revenu des personnes morales. Il y avait l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et c'était une conception complète d'un impôt sur le revenu où on voulait avoir à la fois les personnes morales et les personnes physiques, pour pouvoir justement tout capter l'ensemble des revenus. Mais quand on les a mis en place au début du XXe siècle, on a mis en place l'impôt sur les personnes morales à un taux supérieur à l'impôt sur les personnes physiques. Ce qui faisait qu'en fait, il n'y avait pas du tout ce problème qu'on voit aujourd'hui où en fait le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés est plus faible que sur les taux marginaux supérieurs à l'impôt sur le revenu. Donc quelles sont les options possibles? On pourrait se dire, il suffit de revenir à la situation qu'on avait avant, il suffit de rehausser le taux de l'impôt sur les sociétés. Mais pourquoi on a fait baisser le taux de l'impôt sur les sociétés? Parce que la concurrence fiscale, le fait que les multinationales arrivent à shifter les profits, on perd beaucoup de recettes. Donc chaque pays a intérêt à se mettre légèrement en dessous de la moyenne pour justement garder des assiettes. Alors il n'y a pas de solution finalement à ce... Alors, non. Si on tire le fil de votre raisonnement jusqu'au bout... Non, je ne veux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Ah, c'est déjà un progrès. C'est pas si simple et ça mérite d'être traité en prenant en compte la difficulté auxquelles on fait face. Alors, quels sont les types de solutions? Les leviers possibles. Les leviers possibles. Les leviers possibles, c'est justement, sur l'impôt sur les sociétés, les initiatives internationales pour arriver à avoir des impôts, un taux minimum d'impôt sur les sociétés, de fait, ont un impact sur la capacité à taxer les plus riches.
Les taux actuels sont insuffisants pour pouvoir y arriver, mais on voit bien que la démarche possible de coordination internationale a un énorme poids, pas uniquement en pays, mais de façon très globale. Deuxième option, si on veut utiliser un impôt sur la fortune, il faut arriver à trouver un impôt sur la fortune qui ne se défait pas par une contrainte qui, du coup, le rend inopérant pour les plus grandes fortunes. Donc, il faut arriver à le définir d'une façon à ce qu'il soit très clair, qu'il vise soit des fortunes suffisamment grandes qu'elles ne touchent pas, on ne se retrouve pas à être dans des situations, à avoir un impôt qui va toucher finalement des ménages qui certes ont un patrimoine valorisé qui atteint plus d'1 million d'euros, mais qui finalement n'ont pas des revenus suffisants, vraiment réels, pour pouvoir les... Donc c'est même pas une question de courage politique à vous entendre, c'est une question technique. C'est une question, pour moi, qui est d'abord effectivement technique, juridique, pour arriver à trouver des instruments qui sont efficaces pour pouvoir obtenir des recettes fiscales. Parce que mettre en place des dispositifs qui, en fait, n'obtiennent très peu de recettes fiscales, ça fait vraiment quelque chose qui a peu de rendement finalement politique, parce que ce qui vous compte à la fin, c'est, y compris pour réduire les inégalités, c'est dans quelle mesure vous obtenez des recettes fiscales pour pouvoir faire vos dépenses publiques, réduire le déficit, obtenir finalement les objectifs que vous voulez atteindre. Alors, même question à vous, Elvire. Concrètement, le débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous, en tant que maîtresse de conférence à la Sorbonne, comment, en tant que citoyenne tout simplement, mais quand même citoyenne avisée, je dirais, hein, quand vous êtes dans l'amphi, quel est le regard que vous portez sur le débat actuel? Quelle est la stratégie, finalement, à vos yeux, poursuivie par le gouvernement? Je parlais de boîte à outils, de cuisine tout à l'heure. Avec quel critère? Quel est le critère? Est-ce que le critère, c'est réduire le déficit? Est-ce que le critère, c'est réduire les inégalités? Est-ce que le critère, c'est réduire les dépenses? On a l'impression que c'est quand même pas mal celui-là, réduire les dépenses, que c'est en soi une fin. Tout dépend un peu du critère que vous prenez. Évidemment, il y a plein de solutions techniques qui existent et comme dit Antoine, on peut même essayer d'en inventer d'autres pour qu'elles soient plus efficaces en termes de rendement, quoi, notamment par la coordination internationale. Mais il y a une vraie question qui est quelle est la vision de la société que vous avez? Ça, c'est une question politique. Si votre critère, c'est réduire le déficit, il y a deux leviers. Il y en a un qui passe par la réduction des dépenses, on en a beaucoup parlé dans les médias, et puis il y en a un autre, comme tout budget, qui passe par l'augmentation des recettes. Et si on regarde cette augmentation des recettes, effectivement, on peut se poser ensuite la question de savoir sur qui est-ce qu'on va faire peser cet effort. Voilà, pour le dire j'allais dire vulgairement, c'est pas péjoratif. De manière très claire. Voilà, de manière très claire. Et là, je vais ajouter un peu de complexité, si on peut avoir le graphique que j'avais préparé pour vous en régie. Je vais ajouter un peu de complexité parce que finalement, la réponse n'est pas... moi, j'en ai qu'un. Donc, une fois qu'il s'affiche, c'est bon. Est-ce qu'on peut le piloter d'ici ou c'est piloté depuis la régie? Voilà, taxer les riches, ça va arriver. Hop, le suivant peut-être. Voilà, c'est celui-là. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un graphique qui montre qu'en fait, dans le monde, et vous avez pas mal de pays de l'OCDE en fait, qui sont ici, sur l'axe des X, donc l'axe horizontal, vous avez le niveau moyen de taxation, tout prélèvement inclus, c'est-à-dire impôts, taxes et cotisations sociales, ce qui est important pour des pays comme la France ou l'Italie, l'Allemagne. Et puis, sur l'axe des Y, vous avez ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt, dans le sens où sur qui est-ce que l'impôt pèse le plus. Et ce qu'on peut voir dans ce graphique, c'est que les pays qui obtiennent l'enveloppe la plus grande, qui sont les pays qui ont le niveau moyen de taxation le plus important, sont les pays qui sont sur la droite du graphique, ceux qui ne font pas peser de manière disproportionnée l'impôt sur les plus riches. Et donc là, on a un problème qui est de dire, effectivement, la solution la plus simple, on se dit logique, c'est d'aller chercher l'argent là où il y en a, donc chez les riches, et de faire peser davantage l'impôt sur les riches. Et ce qu'on observe, c'est que vraisemblablement dans le monde, cet arbitrage-là, parce qu'il n'est pas technique, il est uniquement politique, c'est-à-dire que techniquement, on pourrait tout à fait avoir un haut niveau d'imposition et surconcentrer sur les riches. Dans la réalité, on ne l'observe jamais.
Et donc ça veut dire, on peut dire, ils ont tous tort, hein, ils ont qu'à essayer parce que ça pourrait passer, il y aurait un consentement suffisant. Mais en tout cas, ça ouvre cette question-là de se dire comment se fait-il qu'on observe cette régularité. Ça, c'est issu d'une étude qu'on a faite avec Mathieu Holkers et Michael Zemmour. Alors, pardon de vous poser la question, pourquoi ? Là, je pose la question à la chercheuse, pourquoi ? À la question que vous posez. Probablement beaucoup lié à cette histoire de consentement pour l'impôt, c'est certain, de cette peur aussi de faire fuir les riches. Hein. Politiquement, c'est quand même explosif. Voilà, quelque chose qui est explosif, mais on voit aussi ce qui est aussi intéressant, c'est une autre manière de lire le graphique, hein, c'est que les pays comme Royaume-Uni par exemple ou Australie qui donc ont un impôt davantage concentré sur les riches, ont aussi des tout petits taux d'imposition. Et là, je rejoins l'idée qui est mise en avant par Gabriel Zucman, cet économiste qui propose de taxer le patrimoine au-delà de, je crois qu'il propose 200 millions, peut-être 100 millions d'euros à 2%, en disant 2% c'est tout petit, mais par contre, on va toucher les riches. Donc on a une sorte de validation avec ce graphique, c'est une autre manière de le lire. Peut-être une précision sur ce point, Mathias André. Alors du coup, moi en tant que statisticien, je ne vais pas donner mon avis ou un commentaire sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'INSEE est là pour mesurer ce qui est fait. Et en l'occurrence, si on part de la discussion budgétaire, donc je crois que, je vais faire un peu de pub pour Antoine, mais l'Institut politique publique fait une évaluation chaque année prospective du budget qui va regarder comment se répartissent les efforts prévus par le budget. Et à l'INSEE, on fait une étude rétrospective en étudiant qui a payé les nouvelles hausses d'impôts, qui a reçu les nouvelles dépenses de prestations. Et donc ce qu'on peut voir dans cette suite, dans cette succession d'évaluations prospectives du budget ou d'évaluations rétrospectives des mesures ce qu'on appelle des mesures socio-fiscales, chaque année, c'est que en réalité, ça joue sur les inégalités. D'accord ? Donc, je ne sais pas, un contre-pied de ce qui est dit, est-ce que suffit-il pour réduire les inégalités, c'est qu'il y a des marges de manœuvre, même dans la sphère socio-fiscale, qui sont votées, qui sont décidées chaque année, qui vont avoir un rôle sur les inégalités. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, si on regarde sur les années récentes, prenons par exemple en économie, le point de 2008 est une référence assez importante, puisque c'est une crise importante. Les indicateurs d'inégalité avant distribution, depuis 2008, ils ont augmenté. Les plus modestes ont vu leurs revenus diminuer, alors que le haut de la distribution a vu son revenu augmenter. Donc ça augmente les inégalités. Ça, c'est avant redistribution. Si je regarde en rétrospective l'effet des mesures et aussi le rôle de cette redistribution ici qui va être monétaire, alors l'écart va être réduit. Donc chaque année, au moment du budget, en dépenses, en recettes, les mesures socio-fiscales modifient les inégalités. Donc souvent, non pas souvent, enfin ça dépend, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Et donc des études comme l'IPP ou l'INSEE peuvent comparer en fonction du niveau de vie, reprenons notre classification par exemple en 10%, et de regarder ce profil-là. Donc je ne vais pas vous donner une liste de chiffres sur chaque année ce qui s'est passé, mais il y a vraiment des différences assez marquantes. Dans des années, ça peut être plus 1%, plus 2% de revenus, plus 3% dans certaines catégories de revenus, parfois moins 2%, moins 3% de revenus annuels, ce qui sont des vraies mesures socio-fiscales et donc qui vont jouer à la hausse ou à la baisse sur les inégalités. Et ça, c'est aux politiques de le choisir et aux économistes de l'évaluer et à nous de le mesurer. Bien, je vous propose de passer assez rapidement aux questions qui sont très pertinentes, très nombreuses. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter l'une ou l'autre des points par rapport à ce qu'on a dit, ajouter au débat ? Moi, j'avais quand même une question. Est-ce qu'une des solutions n'est pas de trouver, alors ça, il faut se mettre d'accord, une harmonisation en Europe ? Elvire, on parlait tout à l'heure de vraiment l'hétérogénéité des situations. Est-ce qu'un jour, on se mettra d'accord en Europe? Alors c'est vrai qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la défense commune, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le social. Bon, la fiscalité, bonjour. C'est une vaste question parce que là on entre dans un autre débat qui est la politique fiscale, c'est la prérogative des États.
ils ont déjà plus la politique monétaire. Si on leur enlève la politique fiscale et puis la défense, enfin, on peut faire une Europe fédérale, mais du coup, c'est une autre vision du monde, c'est un autre choix de société que celui qui, pour l'instant, prévaut en Europe. Oui. Alors, les slides que vous avez vus, peut-être qu'en fonction de la place où vous vous situez dans l'amphi, c'était pas forcément très clair. Vous pourrez les retrouver, ces slides, avec le podcast, évidemment, des vidéos qui seront mises à disposition sur le site des GECO. Donc, vous pouvez revoir, en fait, chez vous, l'intégralité des débats, y compris avec les slides. Alors, parmi les questions... tiens, oui, alors ça, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que l'évasion fiscale pourrait, en partie, combler le déficit actuel ? Récupérer l'argent de l'évasion. Oui. C'est la grande question. Beaucoup de politiques, d'ailleurs, l'évoquent. Dans certains camps, je ne citerai pas de nom, mais voilà, lutter contre la fraude fiscale, ça devrait rapporter des centaines de milliards d'euros. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut régler le problème déjà en partie uniquement avec ça ? Antoine Bozio. Alors, est-ce que ça peut régler le déficit ? Donc, il n'y a pas vraiment de raison, si on sait comment récupérer l'argent de la fraude fiscale, de le faire que quand on a un déficit. Il faut le faire tout le temps. La question, c'est vraiment que si on n'y arrive pas de le faire de façon, c'est que c'est pas si facile que ça. Donc, là encore, sur la fraude fiscale, quels sont les progrès qui ont été faits ? En fait, on a eu des progrès quand même sur les paradis fiscaux, la coordination internationale. On n'a pas besoin forcément que ça se fasse uniquement dans le cadre de l'Union européenne, avec une abolition en fait, des prérogatives fiscales de chaque pays. La coordination au niveau de l'OCDE, la lutte contre les paradis fiscaux, les accords pour avoir des taxations minimales sur l'imposition des sociétés. En fait, on arrive à faire des progrès. Quand les États-Unis ont décidé de mettre fin à un certain nombre de paradis fiscaux, ça a été très efficace. Pourquoi ? Parce que la capacité quand même des États, quand ils sont assez puissants et coordonnés, elle arrive à faire beaucoup de choses. Après, moi je pense que par rapport à les éléments qui sont, on va dire, tout à fait, qui ne sont pas de l'ordre de la fraude fiscale, mais qui sont tout à fait légaux et qui permettent d'obtenir ce qu'on appelle l'évasion fiscale, qui est la différence avec la fraude, c'est des dispositifs légaux de diminution de la fiscalité, ça... c'est quand même c'est un ordre de grandeur supérieur à la question vraiment de la fraude fiscale. Donc, vous voyez, créer une holding et la situer au Luxembourg et localiser vos bénéfices, c'est tout à fait légal. Là, on est dans l'ordre, et c'est plutôt, à mon sens, c'est plutôt à ce point-là qu'on a le plus de possibilités de rendement que penser que voilà, la fraude, comme est vraiment caractérisée comme une action illégale, permettrait d'avoir des sommes des gigantesques en termes à récupérer. Autre question, personne n'a mentionné les revenus dus à l'héritage. C'est vrai qu'on en a parlé, c'est dans le débat public aujourd'hui. Pourtant, sur le flux, visiblement, enfin là je cite les chiffres, je n'ai pas vérifié, 250 milliards par an. Ces flux sont très peu taxés, 5% dit cette personne qui pose la question, 5% en moyenne. Et c'est une source majeure d'inégalité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Elvire. Oui, bien sûr, ça fait partie des outils qui sont mis sur la table dans le débat public. Alors, pas par tous les protagonistes sur l'échiquier politique, pas avec la même virulence. Mais bien sûr, en fait, ça revient un petit peu à cette question de taxer le patrimoine. Et puis, si on est sur du flux, en réalité, ce qu'on observe, c'est que essentiellement, on taxe les revenus du travail, pas les revenus du capital. Et donc, voilà, ça revient un peu à toutes ces questions-là, de se dire, ça repose un peu toujours sur les mêmes, c'est-à-dire plutôt sur les 90% et pas sur les 10 du haut, voire sur les 99 et pas sur ce dernier pourcentage. Donc oui, taxer la succession, ça fait partie la taxer davantage, ça fait partie des leviers possibles. Encore faut-il pouvoir bien calibrer pour pas tomber dans les travers que citait Antoine tout à l'heure sur l'héritage. Alors, justement, pour rester un peu dans la même veine, là, il y a plusieurs questions sur le niveau de richesse. À quel niveau de revenu est-on riche ?
question d'Éric, que je signale au passage, je salue. Et Popopom, qu'est-ce que vous entendez par riche? Oui, voilà. Quel est le seuil requis pour être considéré comme riche aujourd'hui en France? Là, je vous pose la question à tous les trois parce que je pense qu'il y a aussi peut-être une réponse statistique. Je vais venir vers toi tout à l'heure. Oui, Antoine. Alors, dans les graphiques que je vous ai montrés, l'entrée pour un ménage dans les 10% en 2016, c'était 52 000 euros annuels, c'est quelque chose comme 4 300 euros par mois. Pour rentrer dans le 1%, il faut avoir plutôt 11 000 euros mensuels. Pour rentrer ensuite dans le 0,1%, c'est plutôt de l'ordre de 23 000 euros mensuels. Et pour aller tout en haut, là, les 0,0002%, là, ils ont des revenus économiques de l'ordre de... Il faut avoir plus de 150 millions de revenus. Mais il y a très très peu de ménages qui sont dans ce cas-là. Vous voyez. Alors, c'est quoi être riche? Est-ce que c'est avoir plus de 150 millions de revenus ou plus de 4 000? Et vous voyez que ce qu'on va pouvoir obtenir en taxant les 75 plus riches, ils sont très très riches, mais ils sont que 75. Les 10% les plus riches, ils sont 3 millions. Voilà, c'est ça, et les recettes fiscales vont être plus fortes si on taxe les 10% les plus riches, simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Et les classes moyennes alors dans tout ça? Eh ben, les classes moyennes, la question, les classes moyennes, la plupart des gens, quand on leur pose la question où situez-vous, se répondent je fais partie de la classe moyenne, y compris dans les 10% les plus riches. Alors c'est quoi la classe moyenne? La classe moyenne, c'est quelque chose d'assez large où on se réfère en opposition par rapport à une image qu'on a des très riches et à une image des très pauvres. Mais quand vous posez la question, il y a pratiquement 80% des Français qui se considèrent appartenir à la classe moyenne. Non, mais il n'y a pas de... Non, mais c'est une très bonne question, la classe moyenne. Il n'y a pas de définition officielle, tangible ou scientifique de la classe moyenne. Il y a des définitions, et d'ailleurs tous les papiers, tous les articles scientifiques qui parlent de classe moyenne, la première chose qu'ils font, c'est de la définir. Donc oui, c'est pas au doigt mouillé, mais c'est complètement subjectif. Selon le propos que vous allez vouloir tenir, vous allez dire la classe moyenne, c'est les 40% du milieu, les 50, les 60. On va exclure que le top 1 ou le top 10. Donc effectivement, il n'y a pas de définition officielle. On sait que c'est autour du médian. Alors, Mathias André, du coup, les éléments statistiques. Les éléments statistiques. Donc plusieurs points. Déjà, quand on est statisticien, on essaie d'utiliser un vocabulaire un peu précis. Et par exemple, on va faire une différence entre la richesse et l'aisance, en disant que la richesse, c'est plutôt quelque chose qui va être quelque chose du stock, d'accord, le patrimoine, c'est-à-dire l'immobilier, les actions, c'est quelque chose qui va être constitué par l'alimentation du flux, les revenus, d'accord, et de l'épargne. Donc ça, c'est être riche. En tant qu'INSEE et en tant que statisticien, on ne définit pas de seuil de richesse. Donc on ne définit pas les ménages riches, ça n'existe pas. Le directeur général de l'INSEE, sur son blog, détaille un peu l'argumentaire pourquoi on ne définit pas de riches. En revanche, si maintenant on regarde donc les flux, les revenus, ce que vous recevez, comme l'a dit Antoine, chaque mois ou chaque année, là on va pouvoir définir, peut-être que vous connaissez le taux de pauvreté, d'accord ? Donc on va définir des ménages, des gens qui sont pauvres. Des ménages qui sont pauvres. Et on peut aussi définir, comme l'a dit Elvire, des ménages qui vont être médians, des ménages qui vont être aisés. Donc ça, c'est uniquement en classant les gens en fonction de leurs revenus, donc annuels ou divisés par 12, en gros, mensuels. Et donc là, donc le taux de pauvreté, il est défini de manière internationale. On va regarder le niveau de vie médian, c'est-à-dire le revenu à partir duquel il y a la moitié des gens d'un côté et la moitié de l'autre. Et on va calculer 60% de ce revenu, d'accord. Et 60%, c'est le seuil de pauvreté. Les gens qui ont en dessous sont dits pauvres, et les gens qui ont au-dessus ne sont pas pauvres. Et à partir de cette méthode de calcul, on va pouvoir calculer, définir d'autres types de ménages. Par exemple, il est possible, donc ça c'est un peu aussi à discuter, de définir des ménages aisés. Donc ça va être, c'est 1,8 le ratio, mais dites-vous dans ma tête 2 fois. Donc si je gagne 2 fois le niveau de vie, alors je vais être dans les ménages dits aisés. Et là, c'est ce que dit Antoine, ça correspond à peu près, je fais des simplifications pour que vous ayez les ordres de grandeur à tête et les messages, les 10% les plus aisés en revenus. D'accord ? Donc les 4 300 € pour une personne seule par mois, on peut dire que ça, c'est un ménage aisé, comme l'a dit Antoine. Et ensuite,
Donc ça, c'est le point. Donc, premier point, richesse et aisance, ce n'est pas la même chose. Deuxième point, on peut définir des ménages pauvres et des ménages aisés. Et on peut aussi définir des ménages médians, comme l'a dit Elvire. Et donc là, je vais citer le directeur général auditionné à l'Assemblée nationale. La statistique publique ne définit pas les classes moyennes. Donc que le débat public le font, mais en tout cas, nous, on n'a pas de définition précise. En revanche, on peut dire, donc, comme je vous le dis, avec le revenu, on peut classer des ménages médians. Et comme leur nom l'indique, c'est peut-être un terme un peu nouveau si vous n'êtes pas familier avec la statistique, mais la médiane, c'est encore une fois ce qui coupe en deux une distribution. Et donc, les ménages médians, ça va être les ménages qui vont être autour de la médiane, quoi. Si j'étais avec des amis, je dirais c'est les gens du milieu, quoi. Et donc, voilà. Donc, ces ménages médians. Et donc, maintenant, il est 17h, je peux vous parler de la publication qui vient de sortir sur le site de l'INSEE. Qu'est-ce qui s'est bien très bien, ces puisque dossiers. le titre de l'étude est « Les transferts monétaires et les services publics augmentent de 16% le niveau de vie au milieu de l'échelle ». Donc justement, cette étude, c'est les comptes par catégorie. On a distribué ce que je vous ai dit, la redistribution élargie. Et notamment, on fait une focale sur les ménages médians. Et on montre que ces ménages médians, en moyenne, vont recevoir plus qu'ils ne vont contribuer à ce que je vous ai appelé tout à l'heure la redistribution élargie. Donc le plus, c'est de 16%. D'accord ? Donc voilà, donc les ménages médians, on peut en définir. Et donc je vous suggère d'aller voir sur le site de l'INSEE. Maintenant, les publications il n'y en a pas plus qui viennent de sortir. Il y a 5 publications. Ah d'accord. Je voulais continuer avec la pub, je peux. Je ne suis pas payé pour ça. Donc il y a 5 publications. Donc aujourd'hui, l'INSEE développe les comptes augmentés. Donc il y a une publication qui sont mes travaux avec des co-auteurs sur les inégalités que je viens de vous présenter. Et une publication qui n'a à peu près pas grand-chose à voir avec le thème de la journée, mais qui, a priori, pourrait vous intéresser, ce qu'on appelle la comptabilité environnementale, les indicateurs alternatifs au PIB. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, mais ça, c'est intéressant parce que ça fait référence à une question. Alors, j'ouvre une parenthèse, je la referme très rapidement pour éviter d'avoir un souci technique. On a encore une bonne demi-heure, beaucoup de questions, et on me dit qu'il n'y a plus de batterie, j'ai plus que 1%. Donc, voilà, je ne voudrais pas vous priver de vos questions. Si on peut faire quelque chose, apporter une prise, ou, voilà, ou changer peut-être de tablette. Voilà, j'espère que le message a été entendu. Alors, question par rapport à l'environnement, etc. Pourquoi personne ne propose une fiscalité forte sur la surconsommation ? Consommation, c'est revenu de croissance du patrimoine. Ça modifierait, dit cette personne, le marché pour investir dans la croissance sobre, réduirait l'inflation liée à la pression sur les ressources provoquées par le gaspillage, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est l'une des pistes de réflexion ? Antoine ? Alors, surconsommation. Donc, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu d'argent par là, quoi ? Alors, typiquement, j'essaye de reprendre la question en disant, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Se dire, on pourrait taxer la consommation qui est liée, par exemple, aux émissions carbone, qui est la plus d'impact. Ça ressemble à un mot, c'est la taxe carbone. Le problème, les économistes aiment beaucoup parce que c'est très efficace pour réduire les émissions carbone, parce que toute la société est touchée dès qu'elle fait les émissions carbone. Le problème, c'est que ça va toucher de façon plus importante les ménages les plus modestes. Du coup, pour obtenir un assentiment de la population, pour dire non mais je vais quand même vous compenser pour arriver pour faire en sorte que la surconsommation, celle qu'on imagine, celle qui est faite par justement les ménages les plus riches, en réalité, la taxe carbone, elle permet pas de s'adapter aux conditions de chacun des différents ménages. Donc arriver à faire quelque chose qui soit ciblé sur, je ne sais pas, en tête, la taxation des jets privés, la taxation des yachts, la taxation... Donc on avait dans le passé de la fiscalité indirecte qui était spécifique, et donc on pourrait très bien imaginer c'est de viser ce type de consommation un peu ostentatoire. Dans quelle mesure ça permet de vraiment régler la partie vraiment émissions carbone et les effets environnementaux, ça reste vraiment limité par rapport à l'enjeu global. Mais... Mathias, sur ce point ? Oui, du coup, sur cette taxation carbone, je voulais rajouter un point dans le débat public. Donc il y a d'autres travaux de l'INSEE, vous allez croire vraiment que je suis le VRP, mais qui montrent qu'en réalité, comme le dit Antoine, pourquoi quand on taxe le carbone, ça porte sur les plus modestes, puisque en fait, les ménages se déplacent, se chauffent,
ce sont les émissions directes, et ça concerne tout le monde, d'accord. Et ça émet beaucoup de carbone. Et ensuite, il y a une taxation sur ce qu'on appelle l'empreinte, donc c'est les émissions dites indirectes des ménages, donc c'est un peu le contenu carbone de ces consommations directes. Tout le monde s'alimente. Il y a du contenu carbone. Donc, en fait, dans le débat public, il peut y avoir l'intuition que ce qu'a dit Antoine, c'est-à-dire on peut taxer certaines consommations ostentatoires, les plus émettrices, mais ça ne résoudra pas le fait que, en fait, tout le monde émet du carbone dans ses consommations de façon directe ou indirecte, ou dans ses comportements de mention directe. Et donc, si un des objectifs, ça peut être, il y a les objectifs publics, les politiques publiques sont soit réduire les inégalités, réduire le déficit, voilà. Donc, si l'objectif de la politique publique est de réduire les émissions carbone, alors l'instrument de taxation, si c'est celui qui est utilisé, alors il va porter sur tout le monde. On peut y avoir des effets inflationnistes, il va y avoir des effets sur les inégalités. Donc, c'est de ce genre de choses qui peuvent être mesurées par des travaux. Voilà. Elvire. Oui, une réaction là-dessus, parce qu'en fait, c'est une très bonne question. Quand on taxe, il y a plusieurs objectifs possibles. Un objectif peut être de récupérer des recettes fiscales, c'est-à-dire un objectif de trouver la taxe qui rapporte le plus. Et puis, parfois, on crée des taxes pour modifier les comportements des individus, donc plus dans un objectif incitatif, quoi. Et donc typiquement la taxe carbone ça va être ça. Simplement quand on est en train de faire ça ou d'essayer de faire ça, rien ne nous dit pour l'instant que ça fonctionne. Quand on est en train d'essayer de faire ça, parce que les gens continuent à avoir besoin de leur voiture, n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, etc. Donc ça fonctionne pas forcément. Et ben on est en plus en train d'augmenter les inégalités parce que on sait que tout ce qui taxe la consommation est générateur d'inégalités. Parce que ce que Mathias a dit au tout début de notre session, c'est que les riches épargnent, les pauvres n'épargnent pas, en gros, et consomment tous leurs revenus. Donc quand on a une TVA à 20%, c'est 20% de leur revenu qui part dans la TVA. Alors que si vous épargnez la moitié de votre revenu, imaginons, du coup, c'est que 10% de votre revenu qui part en TVA. Donc en fait, la TVA porte davantage sur les pauvres que sur les riches. La taxe carbone, c'est la même chose. Et donc, dès qu'on essaie de taxer la consommation, on est en train d'augmenter les inégalités, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. La TVA, ça rapporte beaucoup d'argent et ça permet de créer des écoles. Mais voilà, il faut bien faire attention à ces différents leviers. Alors, une question très logique. Comment se fait-il qu'avec 45% du PIB, donc du produit intérieur brut, dans les transferts sociaux, la France voit les inégalités augmenter, continuer à augmenter? Est-ce que le constat est exact déjà? Et est-ce qu'on peut apporter une réponse, je dirais, concrète et factuelle sur la question, sur le je vais dire un mot, mais je pense que Mathias pourra compléter hyper précisément. Mais non, c'est pas 45%, c'est 45% du PIB qui est qui est prélevé. Dedans, il y a de la protection sociale qui va plutôt être autour d'un tiers. Les dépenses sociales, c'est un tiers, et donc c'est à peu près un tiers aussi de recettes sociales dans ce sens-là, socio-fiscales. Pourquoi est-ce que ça augmente les inégalités? D'abord, peut-être rappeler, merci de cette question, parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Le modèle français, il est hyper protecteur. Il réduit les inégalités, il les réduit beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit souvent, on taxe beaucoup, on fait beaucoup de dépenses sociales, et on parle beaucoup en ce moment. On oublie de dire « et ça marche ». On réduit beaucoup les inégalités. On réduit beaucoup les inégalités aussi par des choses qui ne sont pas forcément du fiscal. Je pense au SMIC, par exemple, ou au minimum contributif si on est sur les retraités. Le niveau d'inégalité parmi les retraités est plus faible que celui parmi les actifs, bien qu'on donne plus de retraite à ceux qui ont eu les plus hauts salaires. On est quand même moins inégalitaire. Donc oui, ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien en comparaison internationale. Malgré ça, il reste des inégalités, et la principale raison, c'est que le marché en génère, et qu'est-ce
qu'est-ce qui génère le plus d'inégalités? C'est la distribution du capital, qui, on l'a déjà dit tout à l'heure, n'est pas taxé, quasiment pas taxé, beaucoup moins que le travail. Et donc voilà, donc c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut aller voir. Mathias André, sur ce point? Oui, c'est un peu pour répéter ce que j'ai dit, aller dans le sens de ce que dit Elvire. Et donc, effectivement, hein, disons, je vous ai dit depuis 2008, mais prenons depuis 20 ou 30 ans, les inégalités ont augmenté. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ça? Ça veut dire que la distribution du revenu, avant les mécanismes de redistribution socio-fiscale notamment, les écarts entre les gens ont augmenté. D'accord? Et si on applique les mesures socio-fiscales, donc socio-fiscales, c'est-à-dire les impôts directs et les prestations monétaires, alors ces inégalités ont moins vite augmenté, voire sont peu modifiées. D'accord? Donc dans la question, je crois qu'il était les inégalités augmentent. Donc il était avant redistribution, oui, mais après redistribution, non, parce que donc il m'appartient pas de dire que ça marche ou pas, mais en tout cas les inégalités sont stabilisées. Et ensuite, quand je vous ai raconté tout à l'heure la redistribution élargie, donc on rajoute l'étage de la fusée des services publics, là aussi, d'accord, les inégalités sont relativement assez stables. Ce sont des choses très structurelles, les dépenses de santé. Alors, petite remarque un peu conceptuelle maintenant que vous êtes un peu entraîné sur la redistribution élargie. Et il y a une différence conceptuelle quand même entre la redistribution monétaire, les euros, les inégalités monétaires, et la redistribution élargie. Pourquoi? Quand je vous verse des euros, vous avez la possibilité d'arbitrer de ce que vous faites. Vous allez agrandir votre maison, acheter une voiture, acheter des livres, vous déplacer. En revanche, quand je vous verse des dépenses de santé, ça veut dire que vous êtes malade. D'accord? Donc le contrefactuel n'est pas exactement le même. Ce qu'on montre avec la redistribution élargie, c'est on montre que ça bénéficie largement, ça réduit fortement les inégalités, mais elles sont élargies au sens de, elles ne sont pas directement corrélées à ce qu'on appelle, les économistes appellent le bien-être, d'accord? Alors que si je vous donne 100 euros, les économistes considèrent que votre bien-être augmente, alors que si je vous transmets 100 euros de dépenses de santé, ce n'est pas forcément le fait que votre bien-être augmente. Voilà. On faisait tout à l'heure un benchmark avec Elvire. Une question plus large et plus internationale, je dirais, l'impôt universel comme établi aux États-Unis ne serait-il pas une solution satisfaisante? Le fameux impôt universel. Alors on a parlé de l'Europe, on a du mal à se mettre d'accord, mais un impôt universel, est-ce que c'est jouable? Parmi les outils, donc un impôt universel, donc c'est au sens de l'impôt américain, c'est-à-dire qui est lié à votre nationalité. Donc aux États-Unis, si vous êtes américain, partout où vous pouvez résider dans le monde, le fisc américain vous demande de payer au moins autant que ce que vous payez aux États-Unis. Et donc, si vous payez moins, vous devez payer la différence au fisc américain. Si vous payez plus, voilà. Les Américains qui vivent en France, en général, ils n'ont pas besoin de payer le différentiel au fisc américain. Alors, est-ce que c'est une solution? Ça permet d'éviter la partie des exils, on va dire, fiscaux qui sont liés à les personnes. Donc, d'une certaine façon, moi, mon point de vue, c'est plutôt que ce qu'on a en perte en termes d'exil fiscal, quand on mesure les effets, c'est assez petit. C'est pas le gros de la perte fiscale. Alors, je ne dis pas que ça ne contribue pas, d'une certaine façon, à rendre la fiscalité plus globale et donc plus robuste à ces stratégies d'évitement. Mais ce n'est pas vrai qu'en fait, on a des hordes d'exil fiscal et dont on verrait en fait des milliers de ménages partir. On parle de Et à bien vous entendre depuis le début de cette table ronde, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle finalement. Quel que soit le pays, on ne peut même pas on parlait de benchmark tout à l'heure, on ne peut pas aller prendre un exemple quelque part pour dire voilà, il y a un système idéal qui pourrait fonctionner. Donc c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes finalement. Est-ce qu'on y arrivera un jour? Alors, non, moi je pense que je suis plus optimiste que vous là-dessus. C'est-à-dire qu'au contraire, on a eu un changement de... Ce qu'il faut y voir, c'est un peu le temps long. On a eu un changement quand même assez profond de régime par rapport à un monde. On a installé nos systèmes fiscaux au début du XXe siècle. On a créé l'impôt sur le revenu, on a créé l'impôt sur les revenus des personnes morales. Tout ça a été conçu dans l'idée on va avoir une fiscalité progressive qui va se baser sur un revenu compris comme le plus large possible. Et comme on va taxer ce revenu de façon le plus large possible, de façon progressive, on a un instrument très efficace de redistribution et de recettes fiscales.
Et puis, ce qui s'est passé quand même au cours de la fin du XXe siècle, c'est que la concurrence fiscale, la mondialisation, qui ont fait qu'une grande partie des sociétés sont des multinationales, peuvent arriver à contourner, à éviter l'impôt en shiftant les profits à les endroits qui sont les plus favorables. La possibilité, finalement, ce modèle-là qui était très efficace, l'est moins. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aujourd'hui réinventer des instruments fiscaux qui le soient aussi pertinents et plus efficaces. Ça demande juste un peu d'effort, ne pas penser que ça va être aussi facile et beaucoup de coordination internationale. Oui. Or ça, c'est faisable. Et créer le consentement à l'impôt, on y revient toujours. Ben, le consentement à l'impôt, c'est l'essentiel pour arriver... Alors, pour vous donner une parenthèse, mais pour revenir à la question de l'héritage, la taxation de l'héritage, les économistes, alors pour le coup, il y a un sujet, quand on interroge les économistes, ils sont toujours très favorables à la taxation de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effet négatif sur l'activité, l'investissement, l'épargne. Donc, au contraire, on devrait taxer, ça réduit les inégalités. Par contre, quand vous demandez aux Français, ou même dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils en pensent, eh ben, ils sont en très large majorité opposés à la taxation sur l'héritage. Alors après, vous leur expliquez que 95% des Français ne payent pas la taxation de l'héritage. Et donc, c'est quand même bizarre que 80% soient contre la taxation de l'héritage. Il y a quelque chose. Mais il y a de l'ordre, il faut essayer de comprendre l'économie politique derrière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça touche, comment on se représente finalement l'héritage, la maison des parents, un attachement. On est obligé de prendre en compte la perception qu'on a par rapport à chaque élément de fiscalité, qui ne sont pas juste, comme un économiste l'imagine, des taxations d'un flux. Elvire, sur ce point ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Antoine. Et en fait, il y a beaucoup de l'ordre du fantasme, et je trouve que c'est déjà très positif qu'on puisse avoir ce type de table ronde, d'avoir ces débats publics et puis de pouvoir éclairer un peu les débats en essayant de rendre les choses un peu plus concrètes et un peu moins dans le fantasme. À propos d'inégalité, il y a une question, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Elvire Guillot, sur la TVA. Cette question est très concise. Pourquoi ne pas faire une TVA progressive en fonction des revenus? Est-ce que ça peut être une piste? Je vois que ça fait réagir. En fonction des revenus de l'individu qui consomme? Oui. C'est plus une taxe sur la valeur ajoutée, c'est autre chose. Oui, Antoine. Alors non, mais vous rigolez, mais c'est... je pense que c'est plus sérieux que ça peut en apparaître. Donc, la façon dont on a généralement pensé jusqu'à maintenant la progressivité de l'imposition sur la consommation, c'est en ayant des taux réduits sur des types de consommation qui sont plus consommés par les catégories les plus modestes. Aujourd'hui, on a 3 taux en France. On a le taux réduit, la consommation alimentaire d'un ensemble de choses, des consommations intermédiaires qui sont taxées à 10%, puis le reste de la consommation à 20%. Ça ne marche pas très bien parce que ça cible pas très bien. La raison, c'est que les plus riches, ils consomment aussi plein de données alimentaires. Et en fait, ce n'est pas très, très efficace pour cibler. Pour autant, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place dans un certain nombre de pays, au Portugal, en Grèce, au Brésil, pour essayer de lutter contre la fraude à la TVA, qui est le fait qu'on a, dans ces pays-là, mis en place des dispositifs où, chaque fois qu'un consommateur va payer, il a une application pour laquelle il déclare au fisc la consommation qui est faite pour vérifier que la TVA est bien payée. Et lui, il reçoit. Pourquoi il le fait? Il est intéressé à le faire parce qu'en fait, ça lui permet de réduire son impôt sur le revenu. En faisant ça, l'administration fiscale, obtient plus de recettes de la TVA, puisqu'il y a un contrôle au point final de la TVA, mais aussi peut donner, on pourrait structurer de la façon pour faire en sorte que le rabat sur l'impôt sur le revenu ou sur peut-être même des prestations puisse être progressif. Et de fait, on pourrait, c'est donc une possibilité maintenant technique, d'imaginer un impôt sur la consommation qui soit progressive. J'espère qu'il y a beaucoup de décideurs qui nous écoutent, décideurs politiques, dans le cadre du débat budgétaire, parce qu'ils peuvent être derrière leurs écrans et prendre beaucoup de notes, de pistes intéressantes. Mathias, sur ce point, peut-être un élément de réponse? Statistique, toujours, je précise. Oui, exactement. Je ne vais pas donner mon avis sur... Juste peut-être une petite remarque. Il me semble, c'est pas exactement ce que dit Antoine le mécanisme, mais il me semble que dans certains pays, on paie des amendes en fonction de son revenu.
Donc ça peut être des choses comme ça qui existent. Je crois que c'est en Norvège. Et un deuxième point, c'est important d'avoir en tête que la consommation, si l'on regarde par catégorie de ménage, elle est beaucoup plus uniformément répartie que le revenu. D'accord ? Et donc c'est pour ça l'effet de la TVA et tout ça. Donc il est difficile de trouver des produits qui rapporteraient beaucoup, mais qui taxeraient de manière ciblée quand on regarde la consommation. D'accord ? Et donc on peut regarder aussi la consommation en fonction de l'âge, en fonction de la profession et la catégorie sociale professionnelle, en fonction du niveau de diplôme. Et en réalité, souvent, les écarts existent. D'accord ? Par exemple, les plus modestes consacrent une part plus élevée aux dépenses de logement, mais pour les autres et les plus aisés, par exemple, plus de dépenses pour la culture ou la restauration à l'extérieur, mais les écarts ne sont pas aussi marqués que le revenu. Donc la consommation est une assiette difficilement modulable par le revenu, à l'hypothèse différente d'Antoine. Et justement, encore une fois, puisqu'on va bientôt terminer, on publie aujourd'hui à 17h. Non, mais c'est vrai, une nouvelle étude sur la consommation par catégorie de ménage et le taux d'épargne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette étude ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais lisez-la, parce que après, je vais... Donc, en gros, par exemple, on peut montrer que le taux d'épargne évolue fortement avec le niveau de vie. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, il est en moyenne de 11%. D'accord ? Alors que pour les 20% les plus aisés, eux, vont épargner un quart de leurs revenus. C'est des choses comme ça. Alors, le moment tant attendu est arrivé. La tablette a rendu l'âme, enfin au moins la batterie, mais les principales questions très pertinentes, et merci infiniment de les avoir posées. On ne peut malheureusement pas toutes les prendre. Merci à celles et ceux également qui ont posé des questions et qui nous regardent. J'insiste parce que c'est votre journée, enfin les GECO, ce sont aussi les vôtres, hein, les journées de l'économie de Lyon. Vous participez au débat. Beaucoup d'interactivité, je vous remercie. Alors avant de conclure quand même, je dirais, allez, question identique à la question qui n'était pas prévue, donc je préviens. En tant qu'économiste, en tant que statisticien, bon, je ne vais pas embêter Mathias là-dessus parce qu'il a un devoir de réserve, mais en tant que citoyen, en tant qu'économiste, en tant que spécialiste, vous vous retrouvez demain face au ministre du Budget, parce que c'est aussi votre rôle, je dirais, dans le débat public. Qu'est-ce que vous dites ? Voilà. Monsieur le ministre, l'économie, des finances, budget, voilà ce qu'il faudrait faire en priorité. Alors, on n'y arrivera peut-être pas d'un seul coup, mais parmi la boîte à outils que vous êtes en train d'ouvrir, regardez, il y a ça qui peut marcher dans un premier temps, et après, on se met tous ensemble autour d'une table pour que ça fonctionne. Antoine Bozio. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire au ministre du Budget, mais si je reste dans la question de la table ronde de cette séance, c'est-à-dire taxer les riches. Je pense que je lui dirais qu'il y a de la marge pour arriver à obtenir des recettes fiscales sur les plus hauts revenus, qui sont vraiment ciblés, non pas comme les 10% les plus riches, mais vraiment au sein des 0,1% les plus riches. On peut obtenir, on va dire, des milliards qui permettent de contribuer à l'équation budgétaire. Pour autant, il ne faut pas penser qu'il y a des centaines de milliards. Donc, le déficit public, l'objectif de réduire de 4 points de PIB de déficit primaire, c'est 120 milliards. La contribution des revenus les plus élevés peut aller jusqu'à, on va dire, facilement 5, 10, 15. Au-delà, ça va être très difficile d'arriver de façon technique, juridiquement fiable, d'obtenir plus de recettes sur ce côté-là. Ça veut dire qu'il y a une contribution qu'on peut attendre et qu'on doit, en termes de justice fiscale, de la contribution pour arriver à relever ces fiscalités pour les plus hauts. Il ne faut pas non plus penser que ça va résoudre l'équation budgétaire auquel on doit faire face. Bon, ça a le mérite d'être clair. Elvire ? Moi, je lui dirais d'écouter Antoine Bozio, déjà. Et je compléterai en disant qu'effectivement, si on réfléchit à fiscalité inchangée et simplement augmenter la progressivité sur le haut, on réfléchit dans un couloir assez étroit, en fait. Et ce n'est pas ce qui permet de dégager des marges de manœuvre pour avoir un vrai changement dans le sens, une vraie enveloppe qu'on a réussi à augmenter pour en faire des choses. Et voilà. Et donc, du coup, j'insisterai là-dessus, si on veut dégager des marges de manœuvre.
eh bien, il faut, au-delà de rétablir un peu de justice fiscale dans le haut de la distribution et récupérer les 15 milliards qu'il faut récupérer, il y a peut-être quelque chose à faire de plus global qui concerne tout le monde et qui serve à tout le monde de sorte à obtenir un consentement à l'impôt. Ce sera le mot de la fin. Merci, on peut vous applaudir parce que vraiment c'était très riche. Merci à vous.